Alors que les Républicains débattent en vue de la présidentielle de 2022 et que les prétendants à l'investiture se rendront aujourd'hui sur la tombe du général de Gaulle, on a choisi de s'intéresser aujourd'hui à l'adversaire traditionnel sur l'échiquier politique de la droite, c'est-à-dire les socialistes. Avec la philosophe Stéphanie Rosa, chargée de recherche en philosophie politique au laboratoire du CNRS de l'ENS de Lyon, spécialiste des Lumières et de la Révolution française. Dans son ouvrage « La gauche contre les Lumières », on la recevait à cette occasion-là pour une grande table des idées, elle estimait l'héritage commun, rationaliste, progressiste, universaliste, attaqué par une partie de la gauche. Elle co-dirige aujourd'hui avec Jean-Numa Ducange et Razmik Kecheyan un ouvrage collectif, une histoire globale des socialismes, du 19e à aujourd'hui, des socialismes au pluriel, car selon ces auteurs, les frontières du socialisme ont toujours été floues et évolutives. Le socialisme donc, ou les socialismes donc, ont certes un passé, mais ont-ils encore un avenir ? Quels sont les défis qu'ils vont devoir relever ? Bonjour à vous Stéphanie Rosa. Bonjour. Un dictionnaire en 3 temps. Vous avez d'abord travaillé sur les mots du socialisme, et on va en décliner un certain nombre ensemble. Les moments et les grandes figures du socialisme. Alors ce sont évidemment pour vous Blum et Jaurès, mais aussi Marx et Gramsci, et des figures internationales aussi comme Senghor, comme Allende ou encore Willy Brandt, l'allemand. C'est une constellation de personnes et de personnages, de figures qui ont théorisé et qui ont marqué aussi le socialisme dans son histoire. Étonnamment, pas d'entrée sur le général de Gaulle. Et pourtant, Stéphanie Rosa, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les candidats à l'investiture des Républicains se rendent à Colombey-les-Deux-Églises pour rendre hommage au général de Gaulle qui est mort il y a 50 ans, 51 ans précisément. Jean Castex aussi, au nom du gouvernement, mais Anne Hidalgo aussi. Alors pourquoi ? Est-ce que ça va dans le sens de l'histoire, cette visite, cet hommage qu'elle va lui rendre au général ? Alors, on a la première chose à dire, c'est on s'est limité pour les personnages aux auteurs ou aux acteurs qui s'étaient explicitement revendiqués du socialisme, donc ce qui n'est pas le cas du général de Gaulle. Je pense que dans une situation où Zemmour remet en question l'histoire de France et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, réhabilite Pétain, je pense qu'il y a un enjeu pour les membres de la classe politique à rendre hommage au général de Gaulle. C'est peut-être la première raison. La deuxième, c'est peut-être aussi que le général de Gaulle, il incarne aussi la période de l'immédiate après-guerre, de la libération et le programme du Conseil national de la résistance avec la mise en place de la sécurité sociale, des retraites par répartition, d'un certain nombre d'acquis sociaux. Donc peut-être, je ne sais pas, mais que Anne Hidalgo, auquel Anne Hidalgo pense quand elle va se recueillir à Colombey-les-Deux-Églises. Zemmour qui confond Pétain et de Gaulle, ce que disait hier soir Michel Barnier lors du débat qui opposait les candidats des Républicains à la présidentielle pour 2022, enfin à la candidature ou à l'investiture. C'est intéressant cette idée du sens de l'histoire et de là où on en est aujourd'hui, avec ces figures régulièrement qu'on reconvoque pour se placer sous leurs ailes, sous leur haut patronage. Il y a quand même avec de Gaulle, pour vous, un héritage que les socialistes peuvent revendiquer en termes d'idées aussi. Les idées du général de Gaulle ne sont pas les idées socialistes. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a su passer compromis à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le mouvement communiste notamment pour se mettre d'accord avec eux sur un certain nombre d'acquis qui fondent le pacte, disons, passé avec le peuple français dans l'après-guerre. Donc de Gaulle, on va dire, a un lien avec les socialismes, avec le socialisme, mais c'est un lien indirect quand même. En France, la présidentielle a été taillée par la droite, pour la droite et même pour un homme à l'origine de Gaulle. Voilà ce que vous racontiez, vous expliquiez dans un chat très intéressant que vous avez partagé pour le journal Le Monde avec vos co-auteurs. Est-ce à dire que les socialistes ne peuvent plus gagner cette présidentielle, qu'ils l'ont gagnée presque par hasard en 80 une première fois, et puis en 88 une deuxième fois avec François Mitterrand, et qu'aujourd'hui la situation est beaucoup plus compliquée pour eux, que la cinquième n'est pas faite pour les socialistes?
Non, elle n'est pas faite pour les socialistes. Au départ, elle était faite même contre les communistes pour éviter leur accession au pouvoir. Et c'est sûr que cette présidentielle qui personnalise à outrance le débat d'idées, qui fait de l'élection une espèce de plébiscite en faveur d'un homme, est traditionnellement plus favorable à la droite, qui est plus bonapartiste que la gauche. Et puis, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que ça donne au débat d'idées une tournure qui est pas forcément favorable au collectif. Encore une fois, ça concentre tous les débats autour de quelques personnages qui incarnent ou pas un collectif. Et ces derniers temps, ils incarnent plutôt moins qu'avant des collectifs, des organisations, des partis par rapport à la période précédente. Mais alors vous diriez aujourd'hui François Hollande, dans l'histoire, François Mitterrand 2 fois, ce sont des accidents ? Peut-être pas des accidents, et je ne sais pas si c'est peut-être pas la dernière fois qu'on a un président de gauche à la tête de la Ve République, mais ce qui est certain, c'est que ça favorise pas, en tout cas, les candidats de gauche. Non. Est-ce qu'ils connaissent leur histoire, les socialistes, aujourd'hui ? Vous la faites repartir, cette histoire. En tout cas, vous marquez une date vraiment importante. C'est le 9 novembre 1989, celle de la chute du mur de Berlin, il y a 32 ans exactement, puisque nous sommes un 9 novembre. Une date importante dans l'histoire du socialisme. En quoi, Stéphanie Rosa, pour vous ? C'est une date importante parce que finalement, on se rend compte, 32 ans plus tard, qu'aucun courant du socialisme n'en est ressorti indemne. Alors, c'est curieux parce qu'on aurait pu penser que les courants critiques du stalinisme, critiques de l'Union soviétique, allaient pouvoir profiter d'une espèce de champ qui serait libéré par la chute de l'Union soviétique. Mais en fait, c'est tout un... Comment dire ? C'est l'alternative concrète au capitalisme, qu'on aime ou pas cette alternative, qui s'est effondrée avec le mur de Berlin. Et depuis, de fait, la gauche n'arrive pas vraiment à redémarrer. Les socialismes ont besoin d'un nouveau souffle qu'ils n'ont pas encore trouvé. Donc c'est la fin de l'âge d'or, presque. Je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que bien sûr, on peut pas souscrire à ce qui s'est passé en Union soviétique Ah non, pour les socialistes, pour le socialisme. Oui. Pour les socialistes, mais en tout cas, il y avait effectivement cette idée que le capitalisme ne régnait pas en maître sur la planète, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et à quelques exceptions près, le capitalisme a triomphé. Provisoirement peut-être, mais il a triomphé. C'est la déception en tout cas d'une alternative, telle qu'elle avait été clairement formulée auparavant. Aujourd'hui, qui se reconnaît encore socialiste ? Pourquoi cette débandade que Benoît Hamon, candidat malheureux à la présidentielle, formulait ainsi en son temps ? Le gouvernement me sommait de dire que j'étais socialiste, etc. Dès qu'on a fait socialiste, je tombais. Ça compte, boum. Dans les sondages d'opinion, les trucs qui me effondraient, socialiste. Le mot socialiste. Ouais. Et alors, quand on mettait parti socialiste... Alors là, c'est Bérésina. Le mot même de socialisme est-il totalement obsolète pour vous, ringard, Stéphanie Rosa, comme l'entend à ce moment-là Benoît Hamon en 2017 ? Alors, je pense que c'est un mot qui a été le socialisme, enfin celui du Parti socialiste, qui a été discrédité en partie, notamment par le dernier gouvernement Hollande, d'où quand même, on l'oublie parfois, mais Macron est sorti. Donc, il y a une forme de contradiction entre le mot de socialisme et puis la réalité de la politique du gouvernement Hollande. Mais moi, je pense, et avec mes co-directeurs, on pense que c'est un terme qui, avec son pluriel, c'est-à-dire pas limité à la social-démocratie ou au Parti socialiste, mais qui mérite d'être remis en circulation dans le débat public à cause de toute l'histoire qui charrie, à cause de toutes les théories dont il est riche et qu'il faut, à mon avis, remettre en discussion. Il ne faut pas changer de mots. En fait, c'est pas en changeant les mots, en changeant les noms des partis, forcément qu'on rénove aussi la matrice ou qu'on résout la crise d'identité. Non, je pense pas. Je pense au contraire que c'est peut-être en régénérant les mots, en leur redonnant du contenu, plutôt qu'en les abandonnant, qu'on peut sortir de la crise. Alors, il y a beaucoup de mots intéressants dans le livre que vous évoquez, que vous déclinez. On pourrait peut-être penser à celui d'ouvrier. Pourquoi cette entrée consacrée aux ouvriers, les ouvriers qui étaient une vraie puissance électorale, à un moment aussi dans l'histoire des partis socialistes, et on a le sentiment que le malaise actuel du socialisme vient aussi beaucoup de là, de ce divorce avec cette classe ouvrière. C'est sûr, les ouvriers ont été, disons, le destinataire privilégié des théories socialistes
au 19e siècle, au 20e siècle. Aujourd'hui, je pense qu'on est confronté à une difficulté qui est l'éclatement du monde du travail, l'apparition de nouvelles catégories de salariés, les grandes concentrations ouvrières qu'on avait dans les années 70 avec des milliers de gens qui travaillaient et qui vivaient au même endroit n'existent plus ou existent beaucoup moins. Et du coup, un des problèmes pour régénérer les socialismes, c'est de retrouver le chemin, comment s'adresser à ces nouvelles catégories de salariés, comment les toucher et comment les rassembler autour d'un projet. Oui, comment être le parti, alors non plus des ouvriers, mais des salariés aujourd'hui, et comment parler à ce monde du travail extrêmement fragmenté et divers, à qui, dans les dernières années, le Parti socialiste, les socialistes ont-ils choisi, en France notamment, de s'adresser? Pour vous, Stéphanie Rosa, qui ont-ils privilégié? Il y a eu cette note de la Fondation Terra Nova autour de laquelle on a beaucoup glosé, une note qui disait que justement les catégories populaires traditionnelles n'étaient plus les interlocuteurs privilégiés, plus les destinataires privilégiés du message des socialistes, qu'il fallait s'adresser aux jeunes, aux minorités et aux classes moyennes supérieures des centres-villes urbains. Je pense que cette orientation, évidemment, elle ne pouvait mener qu'à une dévitalisation du projet socialiste. Moi, je continue de penser que les classes populaires doivent être ceux auxquels les socialistes doivent s'adresser en priorité, même si c'est sans exclusive. Il y avait quand même quelque chose de vrai dans cette note, en tout cas dans ce qu'elle pointait, pour vous. Disons qu'ils ont sans doute impulsé un certain nombre de stratégies, mais qui ne se sont pas avérées payantes, je crois. Vous interrogez aussi la forme parti dans cette histoire globale des socialismes qui revêt la forme d'un étrange dictionnaire, on le disait, entre les mots, les moments et les figures. Vous interrogez cette forme parti et c'est intéressant parce que vous dites qu'il faut probablement essayer de dissocier, même si c'est presque impossible, l'histoire du socialisme de la forme parti. Or, la question des formes, elle se pose aujourd'hui, et pas que pour le Parti socialiste, la question de ces formes caduques des organisations. Tous les vieux partis s'interrogent en ce moment encore sur leur identité et sur leur structure. Alors là encore, est-ce qu'il faudrait que le Parti socialiste repense son organisation et en repensant l'organisation du parti, repense aussi son ancrage local, qui a été pendant très longtemps sa force, et des politologues l'ont montré. Il s'est déconnecté aussi de sa base, y compris dans sa structure, je veux dire, pas simplement de son électorat. Alors, l'ensemble aujourd'hui des organisations de gauche sont en crise et il est certain qu'un des défis des socialismes du XXIe siècle, c'est la question de la forme organisationnelle. Comment se réorganiser, comment se restructurer à une époque où, là, c'est plutôt la désagrégation, disons, qui domine. Donc c'est sûr que c'est une question sur laquelle il va falloir travailler collectivement. Mais moi, il me semble que la dernière séquence, celle à laquelle on vient d'assister, avec une montée des populismes et encore une personnalisation à outrance autour de certains leaders charismatiques, Pablo Iglesias en Espagne, Jean-Luc Mélenchon en France, elle a aussi montré ses limites. C'est-à-dire que des hommes seuls qui prétendent incarner quasiment à eux tout seuls une idéologie, un mouvement, et qui s'en réfèrent très très rarement à la démocratie des militants, n'ont pas fait la démonstration de leur supériorité et de leur capacité à entraîner de grandes masses et à gagner, quoi. Non, mais en même temps, par ces alliances ou par le jeu des alliances dans des pays comme l'Espagne, ces mouvements comme Podemos ont peut-être régénéré ou aidé à repenser un peu alors on dit le logiciel, disons le programme et les idées de ces partis qui semblaient un peu plus vieux auparavant. Au niveau des idées, je sais pas si le bilan. Il y a un article, une notice populisme dans le dictionnaire des socialismes, donc c'est une question qu'on envisage. Nous, on n'est pas très convaincus par ces populismes en termes d'héritage idéologique. De gauche comme de droite. Oui, pour vous, c'est des populismes. De gauche comme de droite. Et par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que de l'autre côté de l'Atlantique, dans le Parti démocrate, on a des socialistes, des gens comme Bernie Sanders, qui se revendiquent du socialisme, ce qui est quand même une nouveauté dans un pays qui n'a jamais été vraiment favorable au socialisme. Et ce sont des gens qui ont su aussi séduire toute une jeunesse, toute une partie de l'électorat démocrate. Donc pour nous, c'est plutôt encourageant pour la suite. Stéphanie Rosa, qui veut la mort du socialisme aujourd'hui ?
C'est une vaste question. Ils sont si nombreux. Je pense qu'aujourd'hui, le socialisme, il est comment dire, il a une crise, il est dans une crise interne profonde. Enfin, les socialismes, hein, pas seulement le Parti socialiste. Il y a une nécessité, je pense, de repenser tout un tas de questions. Il y a une nécessité d'affronter tout un tas de nouvelles problématiques qui sont apparues. Les réseaux sociaux, la question climatique, les nouvelles catégories populaires dont on parlait tout à l'heure. Et pour le moment, cette grande entreprise de réflexion collective, elle est assez balbutiement, elle est encore vraiment à peine esquissée. Et en fait, ce qu'on a cherché à faire avec cette histoire globale, c'est à apporter notre petite contribution à ce vaste brainstorming qui nous paraît plus que jamais nécessaire. Et parmi les questions qui se posent aux socialistes aujourd'hui, en France, mais pas seulement, c'est la relation que le socialisme entretient avec l'économie de marché. Il est peut-être là le péché originel pour Aquilino Morel, ancien conseiller notamment de François Mitterrand. On l'écoute, il était l'invité de la Grande Table en septembre dernier. Il n'y aurait jamais eu de globalisation sans globalisation d'abord de la finance. Or, la globalisation de la finance, ce n'est pas Mme Thatcher en 1979 qui l'a décidé, ce n'est pas Ronald Reagan en 80 lorsqu'ils sont arrivés respectivement à Downing Street et à la Maison-Blanche. Oui, c'est François Mitterrand, Jacques Delors et Pascal Lamy qui ont décidé, comme disait Delors, j'ai compris à un moment donné que c'était une étape nécessaire pour constituer l'Europe fédérale. Donc, on a fait adopter la directive du 24 juin 1988 qui imposait à tous les États membres de l'Europe de l'époque de libéraliser tous leurs mouvements de capitaux. Et en même temps, selon le principe juridique, pardonnez-moi, erga omnes, c'est-à-dire contre les autres, de dire aux autres pays du monde, si vous voulez continuer à commercer avec nous ou à échanger des flux de capitaux avec nous, alors il faudra adopter la même libéralisation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, cette finance a été dérégulée. Et c'est à ce moment-là que l'hubris de la globalisation a démarré. Parce qu'à ce moment-là, vous avez donné les moyens au capitalisme de devenir ce qu'on a appelé un turbo-capitalisme. C'est celui dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, c'est pas les anglo-saxons, c'est pas les méchants anglo-saxons qui ont inventé la globalisation, c'est des gentils socialistes, entre guillemets, français et européens. Voilà, ce ne sont pas les méchants anglo-saxons qui ont inventé le libéralisme ou la globalisation plutôt, ce sont les gentils socialistes français et européens. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic d'Aquilino Morel, Stéphanie Rosa ? Oui, quand même en grande partie. C'est certain que les 14 ans de pouvoir de François Mitterrand ont été l'occasion de, effectivement, la libéralisation, la financiarisation de l'économie, la fermeture, il n'en parle pas, mais c'est la fermeture de pas mal de grandes usines de la sidérurgie et une forme de désindustrialisation dont aujourd'hui on se rend compte qu'elle trouve ses limites et qu'il faut peut-être inverser le processus. Donc c'est certain que tous ces choix, disons, d'accompagnement du capitalisme et même du libéralisme, au lieu de le combattre, ont fait grand mal au socialisme. Et c'est peut-être une des clés pour comprendre pourquoi Benoît Hamon pouvait plus prononcer le mot socialisme sans chuter dans les sondages. C'est 1983, c'est le tournant de la rigueur et ce qui s'en est suivi. Ce sont c'est le septennat de François Mitterrand et sa reconduction, mais c'est aussi après les privatisations menées sous Lionel Jospin, qui l'a aussi payé d'une certaine manière. À la fin de cette cohabitation, il lui a été beaucoup reproché cette politique de privatisation au Premier ministre socialiste. Mais oui, je me souviens d'une phrase qui est terrible où Lionel Jospin disait « mais l'État n'a pas vocation à administrer l'économie ». C'était incroyable, cette formule de la part d'un socialiste qui était complètement à contre-emploi par rapport à ce qu'on attend, disons, d'un gouvernement socialiste. Socialisme libéral, c'est une des entrées aussi du dictionnaire Histoire globale des socialismes, Stéphanie Rosa, que vous avez co-dirigé et qui paraît aux presses universitaires de France. Socialisme libéral, c'est quoi alors ? C'est un oxymore pour vous ? Non, on a essayé là dans ce collectif, on a essayé de réunir toute la famille et donc de donner à voir la diversité des doctrines socialistes. Et bien sûr, le socialisme libéral fait partie de la famille. Cela dit, qui dit socialisme libéral dit quand même socialisme, c'est-à-dire qu'il y a un minimum, un rôle de l'État. Pour ces socialistes libéraux, il y a un rôle de l'État, un rôle stratégique important dans la régulation de l'économie de marché. Il ne s'agit pas de laisser la loi de l'offre et de la demande et la libre concurrence causer des ravages librement dans la société.
C'est intéressant parce que ce paradoxe, vous le posez aussi sur la question de l'écologie, hein. Traditionnellement, le socialisme promeut le développement des forces productives, vous le rappelez, dans cette histoire globale, produire plus pour partager mieux, tandis que dès sa naissance, l'écologie repose sur des principes de décroissance. Comment les socialistes essayent de dépasser cette contradiction depuis quelques années, et notamment depuis que l'urgence climatique s'est imposée dans les débats, mais aussi dans les têtes et dans la réalité? Comment ils font en France? D'abord, il faut nuancer parce que dès le 19e siècle, on a chez les socialistes la préoccupation alors qui n'est pas évidemment aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui, mais de maintenir les équilibres naturels, de ne pas saccager les paysages. Serge Audier a écrit là-dessus, hein, sur ces prémices écologiques, ces prémices d'écosocialisme. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la question, elle prend une actualité brûlante, hein, et bien sûr que c'est un des défis, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est un des défis du socialisme du XXIe siècle, une vaste réflexion sur les usages des technologies, sur la productivité, jusqu'où et dans quelle direction la productivité doit-elle augmenter et dans quelles autres, au contraire, elle doit décroître. Et là, c'est toujours en débat. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de programme commun ou de résolution de cette question-là. Il y a des réflexions dont on fait écho dans notre histoire globale. Ce qui est certain, c'est qu'aucune proposition pour le moment n'a mis tout le monde d'accord. Ouais, à part les Verts, en fait, aujourd'hui en France, on a quand même bien du mal à savoir quel est le parti qui va vraiment défendre l'écologie, pour qui c'est un prolongement naturel, hein, en tout cas, aussi cette question-là. Est-ce qu'on a évoqué la France? Est-ce que l'Allemagne est un exemple pour les socialistes français dans sa manière d'imbriquer aussi le socialisme avec l'écologie? Ça fait longtemps que le SPD côtoie quand même les Grünen en Allemagne, par des jeux d'alliance. Est-ce que la réflexion est plus avancée, plus aboutie? Disons que la vraie question, à mon avis, et celle qui ne met pas tout le monde d'accord, c'est jusqu'à quel point l'écologie est compatible avec le capitalisme. C'est-à-dire dans quelle mesure il faut contrôler l'économie de marché, il faut une mainmise sur les décisions des grands groupes pour mener une vraie politique écologique. Et vous êtes philosophe et vous n'êtes pas économiste, donc on ne va pas forcément pousser sur cette question-là avec vous. Il y a d'autres questions qui se posent aujourd'hui pour les socialistes au XXIe siècle, et notamment la question identitaire. Il a théorisé, lui, la dérive américaine des gauches, fragmentée par les identités et par une politique des minorités. Il l'a raconté dans un livre, La gauche identitaire, l'Amérique en miettes, traduit en France chez Stock. Il est aussi l'auteur de L'esprit de réaction. On écoute Marc Lilla sur cette question. Il faut défendre, par exemple, les droits des minorités. Nous, maintenant, aux États-Unis, c'est une société beaucoup plus accueillante, tolérante. Mais pour défendre les acquis de ces mouvements, il faut gouverner. Et pour gouverner, il faut gagner les élections. Pour gagner les élections, il faut avoir un message, un programme qui touche tout le monde, qui peut rassembler toute la nation autour de ce qu'on partage ensemble, notre citoyenneté civique. Et c'est cette tâche qu'a laissé tomber la gauche identitaire aux États-Unis. Je crois que la France se porte mieux que les Français ne pensent toujours, mais en même temps, après l'effondrement du PS, j'ai peur que la gauche française soit tentée par cette politique d'identité, la gauche identitaire. Ça ne mène nulle part, cette stratégie. Alors c'est vrai que la question identitaire est aussi venue fracturer les socialismes européens et notamment le Parti socialiste en France. Il y a des vrais clivages sur cette question. Vous partagez ce pragmatisme américain, celui de l'historien des idées Marc Lilla, cette idée qu'il faut d'abord quand même faire campagne pour tous et une fois au pouvoir, une fois qu'on est un parti de gouvernement, à ce moment-là, défendre aussi les minorités et faire une politique plus au cas par cas. Je pense que les deux ne s'opposent pas forcément. C'est-à-dire que ça dépend dans quelle perspective, et avec quels mots et avec quels moyens on défend les minorités. Je pense que là où Marc Lilla a raison, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'on s'adresse à une majorité dont
dont les minorités font partie, mais une majorité on essaye de gagner la majorité des citoyens. Et donc, effectivement, il est nécessaire et il est juste de mettre en avant les revendications qui touchent le plus grand nombre. Et la tradition socialiste, c'est une tradition qui met au cœur de toute politique la question sociale, la question des inégalités matérielles et la question de la justice sociale. Et là où moi, je reste profondément socialiste, c'est qu'effectivement, je pense que la justice sociale est la première chose à mettre en avant dans une perspective politique. C'est quoi la justice sociale, pardon, pour vous? Justice sociale ou sociétale? La justice sociale au sens où il faut garantir à chacun un logement digne, un revenu digne, un accès à la santé, aux soins les plus larges possibles, à l'éducation. Et je pense que faire cela, c'est aussi lutter contre les discriminations, parce que les discriminations, c'est aussi des difficultés pour accéder au logement, la discrimination dans le logement, la discrimination devant le travail. Donc pour moi, il n'y a pas d'opposition, mais simplement, ça dépend de ce qu'on met en avant et dans quelle perspective on le met en avant. Et la question de l'égalité, elle se pose également. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le Parti socialiste a aussi toujours défendu quand même une politique des minorités qu'il formulait autrement à l'époque. Mais Lionel Jospin et la gauche plurielle ont porté la réforme, la question de la parité, donc de l'égalité homme-femme à travers elle, de la parité en politique. Ce sont aussi les socialistes qui sont à l'origine du Pacs, du mariage pour tous. Donc toutes ces questions-là sur le champ sociétal, de la reconnaissance aussi du droit des minorités, a été portée par les socialistes. Il ne faut pas en faire en revanche pour vous une spécificité aujourd'hui? Non, c'est pas ce que je dirais, mais cette question de l'égalité homme-femme, cette question aussi des droits des minorités à l'époque, des minorités colonisées ou même réduites en esclavage, c'est une vieille question dans le mouvement socialiste. On a essayé de retracer la manière dont une partie des militants, des dirigeants s'est battue pour faire progresser cette question des droits des femmes, des minorités, etc., au long cours, disons, de l'histoire des socialismes. Et une des étapes, et c'est quelque chose dont on ne se souvient pas forcément, mais une des étapes, ça a été la Révolution russe et la constitution de la Troisième Internationale, qui a insisté sur le fait que tous les militants communistes, y compris des partis occidentaux, devaient lutter pour l'émancipation des peuples colonisés, y compris quand ces peuples étaient colonisés par leur propre pays. Vous aviez, et je l'évoquais en introduction, défendu dans un dernier ouvrage, essai, vous, une vision universaliste et progressiste aussi, notamment de la gauche. On a l'impression qu'aujourd'hui, les socialismes et le Parti socialiste ou les socialistes français sont à la fois touchés par une crise d'identité, mais aussi par une crise de foi. À quoi croient-ils les socialistes aujourd'hui? À quoi croient-ils encore? On se le demande. C'est peut-être un peu le problème, c'est qu'il y a une perte, au-delà de la crise, disons, des mauvais scores électoraux, qui ne sont pas dans toutes les élections, mais enfin là, du mauvais score dont ils sont crédités, il y a une forme de déshérence idéologique et je pense qu'il faut, encore une fois, il est urgent, à mon avis, de revitaliser l'ensemble des organisations de gauche, pas seulement le Parti socialiste, avec les idées qui ont justifié sa naissance et qui l'ont accompagné au cours de décennies de lutte. Et ça, c'était la répartition des richesses, vous l'évoquiez, la justice sociale aussi. On pourrait poser quand même la question du progrès qui a longtemps été au cœur du clivage gauche-droite en France notamment, avec cette idée du clivage progressiste-conservateur. C'est encore le cas aujourd'hui? Le progrès reste un élément clivant et les socialistes se réapproprient ce terme de progrès en faisant un mot d'avenir ou pas? Alors, dans la question, par exemple, au moment de la crise vaccinale qu'on a eue à l'été dernier, on a bien vu quand même que le Parti communiste, le Parti socialiste se mettaient du côté du progrès scientifique, se mettaient du côté des avancées en la matière et défendaient la vaccination. Je pense que ça reste un marqueur quand même fort, même si, bien sûr, on ne peut plus être progressiste comme on l'était à la fin du 19e siècle. Et il faut, là aussi, c'est un défi à le relever, comment rester progressiste dans le contexte actuel. Comment rester progressiste et comment incarner ce progressisme? Est-ce que pour vous, Stéphanie Rosa, la question de l'incarnation, comme peut-être pour François Hollande, est importante? On l'écoute. Comment la gauche, dans l'éclatement qui est celui que l'on connaît, peut arriver au pouvoir? Et moi, j'ai la réponse. La réponse, c'est pas de chercher une fusion entre les candidatures ou un éventuel programme commun impossible à établir, c'est qu'il y ait
une personnalité, une candidature que j'estime devoir être social-démocrate ou socialiste, pour faire ce qui a été vrai avec François Mitterrand, vrai avec Lionel Jospin, vrai avec moi-même, à un moment être la force principale autour de laquelle l'union se fait au second tour. C'est Anne Hidalgo. Anne Hidalgo est la candidate du Parti socialiste. Elle a vocation à jouer ce rôle. Est-ce que c'est pas toujours ça le problème, en fait, aussi, ou un des problèmes du socialisme aujourd'hui en France, c'est qu'il se cherche toujours une incarnation, un homme ou une femme providentielle pour le représenter? Ouais, c'est le jeu des institutions là, de la Ve République qui pousse à ça. Je ne sais pas si la question d'incarnation est prioritaire ou si c'est pas plutôt la question des idées qu'on porte, du programme qu'on porte et de la dynamique qu'on entraîne. Aujourd'hui, une des raisons de l'éclatement des candidatures, c'est qu'il n'y a pas de dynamique, que l'électorat boude en grande partie les différentes organisations de gauche et du coup chacun essaye de se placer dans une perspective de faire des points qu'il pourra négocier aux élections législatives. Oui, et pourtant, il y a des exemples positifs pour les socialistes en France aujourd'hui dans les pays voisins, l'Espagne, le Portugal, la Finlande, la Norvège, d'autres pays, des pays européens ont fait revenir les socialistes au pouvoir. Alors on se demande si le socialisme français va profiter de cette dynamique. Est-ce qu'il y a là un signe avant-coureur? Et si les gauches actuelles seront à l'avenir prêtes à s'unir? Vous dites que c'est l'un des défis aujourd'hui du socialisme, encore un, reconstruire l'internationalisme dans un monde où les pulsions nationalistes conservatrices s'expriment de plus en plus librement. La prochaine fois, vous viendrez nous définir pour un jeune de 20 ans ce qu'est l'internationalisme, Stéphanie Rosa. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Cette histoire globale des socialismes du 19e à aujourd'hui vient de paraître aux presses universitaires de France. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, Lucas Bretonnier, Laura Dutèche-Pérez et Hosanna Chauvin pour la Grande Table des idées. Merci beaucoup à Thomas Bois à la réalisation et Audrey Guélil à la technique.